Dans cette vidéo, on va parler d'anorexie mentale, une maladie qui touche 0,5% des jeunes femmes de 12 à 20 ans et qui est mortelle dans 5% des cas. Je suis Marie-Linde, spécialiste de la psychologie du comportement alimentaire, et pour en parler, je reçois Alix Aubry, aujourd'hui coach en amour de soi. Elle s'est battue de longues années contre l'anorexie et va nous partager son parcours. Moi, je voulais qu'on parle de l'anorexie. Ça m'intéressait que tu apportes ton éclairage sur le sujet. Et Ouais, ça carrément. t'arrange de me raconter, un peu comment tu es rentrée dans l'anorexie? Comment ça a démarré pour toi? Ça a démarré parce que, j'ai commencé à faire un régime en concours avec une copine, D'accord. parce qu'on m'avait fait 2-3 réflexions sur le fait que j'avais des bonnes cuisses. Et donc du coup, c'est pour ça que ça a commencé comme ça, sauf qu'il y avait plein d'autres choses derrière qui m'ont fait tomber dedans. Ma mère a toujours fait des régimes, donc j'ai toujours un peu baigné dans cette idée de j'ai souvent ce genre de discours un peu, diet culture. Mmh. Et donc en fait, avec ma copine, on s'est vraiment mis à fond dedans, sauf que moi, je voulais aussi montrer que j'étais pas que l'intello de service. Ouais. Donc je me suis mise à fond dedans et je voulais vraiment, que mon physique, soit parfait. Et tu as senti à quel moment c'est passé du régime à l'anorexie? En fait, j'ai commencé à faire le régime, je crois mmh, en juin, enfin non, 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 mai-juin, 5e. L'été, du coup, bof, bof, mais par contre, en septembre, on s'est bien remise avec ma copine et en fait, c'est sur Noël déjà que j'ai commencé à sentir que le Noël est d'habitude, que je m'autorisais vraiment rien. Mmh. Mais mes parents l'ont vraiment vu en juin de l'année d'après. Je sentais, moi, qu'il y avait un truc qui allait pas du tout. Je passais tout mon sur Doctissimo, sur les forums, tout ce que tu veux, comment perdre du poids, et cetera. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait parce qu'en plus, même à l'école, ça devenait de plus en plus compliqué. En décalage avec les autres encore plus qu'avant. Je me suis toujours sentie différente, mais alors là, j'avais pas du tout le même sujet de conversation. Mais sauf que j'osais en parler à personne et c'est en juin, ma mère m'avait pas vue depuis longtemps et là, Ouais. tout le monde s'en est rendu compte, parce que j'avais perdu 15 kilos en 1 an alors qu'à la base, j'étais déjà fine, hein. Mmh. Et comment Donc a réagi, ta famille à ce moment-là? ma famille, ils ont surtout voulu secouer mes parents en leur disant: «Mais qu'est-ce que vous faites? Enfin, comment vous pouvez ne pas vous en rendre compte?» Mais c'est pas facile de s'en rendre compte, je pense, pour des parents quand on voit en plus l'enfant tous les jours. Mmh. Quand on est anorexique, on est très, très, très bonne menteuse, très, très bonne manipulatrice sans s'en rendre compte. On peut cacher énormément de choses. J'avais toujours des stratagèmes pour ne pas manger à la maison ou pour manger moins ou je mangeais à la maison, mais je mangeais pas à côté. De toute façon, c'est un mode de vie, quoi. Ça devient Mmh. complètement ouf. Et du coup, ouais, ma famille a été complètement bouleversée. Je crois que la personne la plus bouleversée, c'était ma grand-mère qui s'en rendait compte déjà depuis un petit bout de temps et qui en plus était malade à l'époque du coup et qui l'a très mal vécu. Enfin, pour elle, c'était horrible, on était très proches et de voir sa petite fille comme ça, dépérir, ça a été très dur. Ma marraine aussi l'a très mal vécu et enfin, pour elle, c'était horrible, surtout qu'elle était enceinte à cette époque-là et en fait, Et pourquoi tu penses qu'il y a ce besoin de cacher, en fait? Pourquoi tu voulais cacher à tout prix, ta maladie aux autres, en fait? en fait, au début, je la cachais surtout parce que j'en étais pas consciente. Parce que D'accord. vraiment la partie où on ment le plus, on s'en est trop rendu compte, qu'on n'a pas posé le diagnostic, qu'on est dans le déni. Du coup, forcément, en fait, c'est tant qu'on n'est pas complètement on n'a pas eu le déclic, on se rend pas compte de ce qu'on a juste, envie d'aller encore plus loin, de Mmh. réussir. Moi, c'était: «Non, mais je suis pas que bonne à l'école, je peux réussir autre chose dans ma vie». En tant que jeune fille qui veut perdre du poids, qui veut être bien physiquement, alors que pas du tout. Mmh. Montrer, à mes parents que je peux faire des régimes comme eux, du coup, en fait, ouais, ce besoin de cacher, il est surtout là pendant le déni et puis après, quand on commence à se rendre compte qu'on est malade et que, il y a le diagnostic, on est malade, on sait qu'on doit s'en sortir au tout début, mais l'anorexie, la petite voix là, elle est pas contente. Elle nous pousse, elle nous force, à, continuer à cacher certaines choses, en fait, parce qu'on sait que tout le monde est malade, donc il faut quand même continuer à cacher des trucs pour leur faire croire qu'on veut s'en sortir. Mais à Mmh. côté, il y en a qui vont se faire vomir, il y en a qui vont faire plus de sport, il y en a qui vont voilà. Sauf qu'en fait, on essaie de plus on va être dans la guérison, moins on va faire ça. Mais au début, en fait, c'est un toc même. Mmh. D'accord.
C'est une lutte en fait, entre ces 2 petites voix, celle qui veut s'en sortir et celle qui veut rester dans l'anorexie. Ouais, ouais, complètement. C'est une Mmh. lutte de chaque instant d'ailleurs, parce que même la nuit, elle est là, et c'est très difficile. Tant qu'on n'a pas posé de tant qu'on s'en rend pas compte, en fait, on se rend pas vraiment compte qu'on a plus possession de soi. Mmh. Même si on sait qu'il y a un truc qui va pas, comme je disais. Par contre, on sait pas, en fait, complètement ce que c'est et juste on se sent en décalage avec les autres, on se sent, il y a une jeune fille qui me disait il y a pas longtemps, on se sent persécutée, en fait, par cette personne, harcelée, comme s'il y avait Mmh. quelqu'un là, là et juste Mmh. là, qui me parlait toute la journée en me disant: fais pas ça, tu pas le droit à ça, tu pas le droit à ça». Donc c'est une lutte constante et c'est ça qui est très dur et c'est pour ça, hem, l'anorexie aussi, parce qu'en fait, on réalise tout ça, on le conscientise et en fait, on se rend compte qu'on réfléchit toute la journée, qu'on est à bout, Mmh. Et qu'est-ce qu'elle te disait cette petite voix? C'était beaucoup: «Fais pas ça», donc «Mange pas ça, t'achètes pas ça parce que t'as pas le droit», et cetera. Mais c'est aussi: «Fais ça», c'est-à-dire, va marcher, marche sur place. Il y a beaucoup quand même de choses comme ça, hein. Mange une pomme, ça ira mieux après, si tu manges que ça. Fais un gâteau régime. Enfin, c'est vraiment en fait, ouais, c'est fais pas ça. Dans tous les cas, c'est vraiment relié au fait, déjà de perdre du poids et puis, de réussir en fait vraiment cette lutte, ce régime, le fait de cacher aux autres. Ouais, c'est super compliqué en fait, mais c'est pas binaire en fait. Et tu as parlé, de harcèlement à l'école. Hem, C'était quel genre de harcèlement? Qu'est-ce que tu entendais le plus souvent, Ça a commencé quand même, assez jeune, enfin, parce que je me suis toujours sentie différente des autres, j'ai toujours été un peu plus dans la lune et tout ça. Toujours été la première de la classe aussi, donc c'est pas très bien vu, hein. Et après par rapport à la maladie, j'ai vraiment été hyper Heu, je sais que les gens comprennent pas et encore moins au collège, surtout à cet âge-là. Mmh. J'ai 2-3 copines qui sont restées proches de moi, qui m'ont aidée et tout, mais moi, je pense qu'en plus, j'avais un comportement qui donnait pas envie d'être avec moi, hein, clairement, même, j'ai des copines qui étaient venues normalement, elles avaient pas le droit de venir me voir à l'hôpital et en fait, on s'est vues sur l'esplanade, et tout parce qu'à l'hôpital, ils sont un peu bêtes et donc enfin, voilà, tu pas le droit de voir des gens alors que tu dois te guérir toute seule dans ta chambre, c'est vraiment intelligent et du coup, elles étaient venues me voir sur l'esplanade et tout avec leurs parents qui les avaient emmenées, enfin c'était juste incroyable pour moi et bon après c'est vrai qu'on s'est quand même un peu perdu de vue parce que, au fur et à mesure, même quand je suis revenue à l'école, parce que, voilà, j'avais pas un comportement, je pense, comme les autres, j'avais pas les mêmes discussions forcément, la maladie et la guérison, ça prenait toute la place dans ma vie, hein, donc j'avais pas autant de temps que les autres. J'avais quand même du mal à faire des soirées pyjama même comme on faisait avant, genre des fondus au chocolat ou des Mmh. bonbons, non, c'était pas possible encore. Donc ça, c'était assez dur. Et puis surtout, ouais, j'ai beaucoup souffert parce qu'en fait, du coup, 4e, 3 surtout 3e, j'ai eu un emploi du temps aménagé. Donc, avant d'être hospitalisée, donc j'ai été hospitalisée de novembre à janvier et avant d'être hospitalisée, septembre-octobre, j'avais des cours, à domicile à moitié avec certains profs, qui ont été adorables, qui sont venus me faire des cours à la maison et d'autres, l'autre moitié du temps à l'école pour avoir un peu le lien social et tout ça, Mmh. et ça, c'était jalousie de ouf. Parce que les profs passaient du temps avec toi? Oui et en fait, plein de camarades qui me disaient: «Ah mais tu te rends compte, tu as de la chance, tu vas à l'école que la moitié de la journée, après tu as des profs qui viennent te faire, un truc à la maison, c'est normal aussi que tu as des bonnes notes». J'avais des bonnes notes avant, donc bon déjà voilà. Et puis, moi en plus je kiffais les cours à l'école, j'avoue, enfin à la maison j'avoue parce que j'allais beaucoup plus loin avec les professeurs. Ça Mmh. c'est un autre problème. Et puis, j'ai même fait mon brevet blanc, quand j'étais à l'hôpital, donc on avait contacté l'académie pour qu'ils m'envoient les sujets et tout. Ça aussi, ça fait beaucoup parler parce que, soi-disant, du coup, j'avais triché et tout, tu vois? Alors qu'en fait, ils m'ont mis seule dans une pièce à l'hôpital avec la meuf qui me surveillait et j'ai pas du tout triché. Donc c'est vrai que ça a été très difficile de me dire: «Non mais attendez les gars, enfin moi, je suis en train de vivre un truc horrible. J'essaie Mmh. de garder contact avec vous, c'est-à-dire de venir à l'école, à moitié». J'avais lutté contre les médecins pour, garder ce moitié de temps. J'allais même des fois en sport, mais juste pour assister le prof ou ce genre de truc et non, en fait, on est jaloux. Mais vous vous rendez Mmh. compte que moi, je suis jalouse de vous, enfin, vous avez une vie normale et moi, je suis là à ramer et en fait,
Bah, à cet âge-là, on réfléchit pas, quoi. Donc, je sais que c'est compliqué. Même les adultes ont du mal avec cette maladie. Alors, on n'imagine pas les enfants. J'imagine pas aussi ce qu'ils pouvaient peut-être entendre à la maison, hein. Je Mmh. sais pas ce que les parents pouvaient leur dire. Je sais pas ce que certains profs ont pu dire aussi, parce que peut-être que certains profs étaient moins sympas que d'autres, hein, vis-à-vis de moi, dans même les réunions, tout ce qu'on veut. J'ai une de mes clientes en ce moment, justement, qui subit ça. Tous ses profs disent qu'elle s'en sortira jamais, qu'ils croient pas en elle, et cetera. C'était très, très dur. Donc si les profs disent ça, ben, on n'imagine pas ce que les élèves peuvent penser. Mmh. C'est quoi selon toi les plus grosses stigmatisations, qui concernent l'anorexie, les choses que tu entends le plus souvent, justes ou fausses, mais ouais, qui Mmh. aident pas du coup quand tu es là-dedans, qui te mettent encore plus dans cette étiquette? Hem, Bah, déjà, on pense vraiment qu'anorexique, c'est parce qu'on veut devenir une mannequin, quoi. Mmh. Genre, j'ai fait ça parce que je voulais à tout prix ressembler à une mannequin. Ça peut être vrai dans certains cas, mais il y a forcément quelque chose d'autre derrière, hein. Sauf à moins qu'on devienne mannequin, qu'on rentre dans le système et tout là, voilà, c'est très compliqué de pas être anorexique avec tout, je pense, que ce qu'on entend dans ce milieu professionnel-là. Par contre, il y a forcément quelque chose derrière, comme je disais tout à l'heure. Donc du coup, voilà, tout le monde croit que l'anorexie, c'est juste l'alimentation, déjà. Mmh. C'est juste vouloir perdre du poids et ressembler à une mannequin. Pas du tout. C'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a tellement d'autres choses derrière. C'est vraiment horrible. Sinon, il n'y aurait pas tous ces problèmes et ce ne serait pas si dur de guérir. Sur la guérison, il y a un cliché absolument horrible et qui fait très mal, c'est pas si compliqué de manger. Mmh. Mettre une fourchette dans sa bouche, c'est pas compliqué. Bah, en fait, justement, en fait, c'est que c'est tellement pas l'alimentation le problème, en tout cas pas complètement, même pas majoritairement surtout que, bah, non forcément, il y a tellement de blocages derrière que si mettre une fourchette dans sa bouche, bah, oui, c'est compliqué. Parce que quand tu es anorexique, l'alimentation, c'est égal à la prise de poids, on est d'accord? Mmh. Mais c'est égal aussi au plaisir que tu t'interdis, c'est égal au fait de mériter quelque chose, c'est égal au fait Mmh. bah, de vouloir exister, en fait, tout simplement. Donc c'est impossible en fait. Toi, ce que tu veux, c'est disparaître, enfin, en tout cas moi c'était ça, disparaître, que tous les problèmes d'avant, ils s'évanouissent, de pas prendre trop de place, voilà. Et l'anorexie, c'est absolument pas que l'alimentation, D'accord. c'est pas de plaisir, on s'autorise pas de vivre en quelque sorte, on veut disparaître, tout simplement. Mmh. L'anorexie, c'est on veut disparaître dans dans plein de choses et on s'estime pas, on s'aime pas, on se respecte pas. Et après, le gros cliché qu'on entend même dans le monde médical et qui est absolument horrible, c'est, de toute façon, on guérit pas de l'anorexie. Mmh. Ouais. Bah si, enfin moi je serais pas là aujourd'hui et j'oserais pas en témoigner si je me sentais pas guérie. Je j'ai aucun souci avec l'alimentation, avec mon corps. Enfin voilà, même pendant le confinement, j'ai pris du poids et bah, on s'en fout. Enfin, à côté, je suis heureuse et c'est pas le problème. Et en fait, il y a plein de médecins qui disent ça. Moi, on me l'a dit. On l'a dit à ma mère aussi. Donc limite, ma mère aujourd'hui, elle a encore cette idée-là, quoi. Elle me dit: «Oui, mais de toute façon», enfin, je vois des fois quand elle me parle qu'elle croit que je suis pas guérie parce que, on lui a tellement rabâché: «Ah mais vous savez, votre fille, elle sera anorexique à vie». Puis moi, ça Mmh. faisait plusieurs années qu'on m'a dit: «De toute façon, c'est chronique maintenant, c'est trop tard». Ah bah oui, bah, vas-y, je vais me tirer une balle, comme ça, ce sera fait. Mais en fait, moi, c'est un des trucs qui m'a d'ailleurs fait le plus sortir, c'est de me dire: «Non, vous avez pas le droit de me dire ça. Vous avez pas le droit de me dire que je vais vivre cet enfer toute ma vie et ça, c'est impossible». Alors oui, il y a des cas très extrêmes, mais dans tous les cas, on peut s'en sortir. Ça Mmh. dépend comment on est accompagné. Ça dépend aussi du tempérament, hein. Moi, dans la vie et forcément, ça m'a beaucoup aidée. C'est vrai et puis ce que tu dis Ouais, sur le fait que ouais et puis l'anorexie, les c'est le médecins voient vraiment le côté physique. oui, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est la survie, c'est que tu restes en vie, donc transfusion, donc réalimentation, Ouais, donc voilà. ouais, Mais comme ouais. tu dis, l'alimentation, c'est pas le c'est juste la partie émergée de l'iceberg et je pense que c'est valable pour tous les troubles des conduites alimentaires, que ça soit, voilà, la boulimie, même l'obésité, l'alimentation émotionnelle. C'est Ouais, l'alimentation, c'est ce qu'on voit en premier, mais c'est ah oui. c'est pas ça le fond du problème, en fait. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, ouais. Elle, la seule chose qu'ils voient dans l'anorexie, c'est le poids, le chiffre. Heu, c'est vraiment de se dire: «Bah, à tel chiffre, tu vas être hospitalisé. Attention, ton IMC, nin donc tu vas être hospitalisé». Bah oui, OK, c'est un fait, mais il y a pas que ça Mmh. et on peut faire, je faisais plus de poids que quand je suis rentrée. C'était évidemment le contrat. Mais en fait, il faut savoir que le dernier mois, je me suis laissée gaver. Je me suis laissée gaver parce que je voulais absolument sortir. Donc Mmh. je les ai parce qu'avant la sonde, je la vidais la nuit ou ce genre de trucs des fois. Donc je laissais la sonde couler,
tout ce qui me donnait à manger, j'essayais de plus en plus de forcer mais la seule idée que j'avais dans la tête, c'était: «Je vais sortir, je vais tout reperdre». Mmh. Donc en fait, je suis sortie à un poids plus élevé, mais le mental, il était toujours pas au rendez-vous. Mmh. On peut avoir, donc il y a le côté aussi, enfin, très physique et très médical de à tel poids, tu es en danger de mort et ça, on est complètement d'accord, mais il y a pas que ça. On peut être Mmh. en danger de mort, et en tout cas en danger et être très, très mal à un poids un petit peu supérieur, mais tellement le mental est pris et tellement on est mal, que ça peut voilà. Par exemple, il y a des personnes au début de la guérison qui vont perdre du poids, Mmh. enfin, quand elles vont commencer à se réalimenter et cetera, parce que l'alimentation, la digestion, ça demande de l'énergie. Mais sauf qu'en fait, le mental commence à évoluer un petit peu et ça, faut le voir et les médecins, ça, ils ne l'évaluent pas. Mmh. Moi, ce qui m'avait vraiment choquée, c'est quand j'étais suivie à Sainte-Anne parce que là, franchement, j'ai vu la psychiatre, je crois 4 5 fois et j'ai jamais fait une seule consultation vraiment psy avec elle. C'était pendant 1 heure, elle me rabâchait que, j'étais en danger de mort, que ça n'allait pas, qu'il fallait que je me fasse hospitaliser. Ouais, enfin, on pourrait peut-être parler d'autre chose. Moi, je me Mmh. déplaçais sur Paris exprès en plus et aller rabâcher ça pendant 1 heure, ça sert à rien. Enfin, on essaie de j'ai elle m'a pas apporté une seule clé, une seule solution par rapport à ma maladie, alors que j'ai fait de la psychothérapie avant et que ça a marché. Enfin, que ça a marché, j'ai eu certaines clés. C'est surtout l'hypnose, moi, qui a marché, mais avant la psychothérapie m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Alors que même la psychologue j'avais vu un psychiatre pendant mon adolescence et la psychologue que j'ai vue adulte, vers 19 20 ans, j'ai dû la voir, je sais pas, une vingtaine de fois et ça m'a apporté beaucoup. Alors que l'autre, je l'ai vu 5 fois et rien. Parce que c'était il y avait elle est psychiatre en plus, donc il y a vraiment le côté médical et Mmh. corporel, de se dire: «Bah, tu maigre, donc on t'hospitalise et puis voilà». Bah, ouais, mais si tu vois que mon poids, ça sert à rien parce que l'anorexie, c'est tout sauf un poids, vraiment. Mmh. Oui, puis c'est pareil, tu résumes pas une personne, que ça soit un Ouais, comme dans surpoids ou un l'obésité, sous-poids, tu résumes c'est pas la ça. personne à un chiffre, quoi. C'est Ouais, terrible, en clairement. fait. Et alors comment toi, tu as commencé à t'en sortir? Est-ce que ça a été un déclic un jour et voilà? Ou est-ce que c'est s'est fait par étapes, progressivement? Parce que je sais que maintenant tu es dans le self love et tu accompagnes même des femmes, vers plus d'amour de soi. Donc comment tu as fait Ouais. cette transition entre l'anorexie et l'amour de toi? Moi, ça a été très bizarre, enfin, juste pour faire rapide, en fait, à 4 ans et demi, j'ai été hospitalisée pendant 2 mois et demi. Et à l'hôpital en pédiatrie, ça a pas été du tout un succès. Et puis donc quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai tout reperdu. Je me suis dit: «Il faut vraiment que je m'en sorte». En fait, ma petite cousine venait de naître, donc en plus, j'avais, très envie de pouvoir la voir et de pouvoir me battre pour elle. Il y a ma grand-mère aussi qui était guérie, donc enfin, tout s'alignait et il manquait plus que moi. Donc j'ai demandé à aller dans un autre lycée, pardon, enfin, le lycée de personnes parce que j'avais été pas mal harcelée par rapport à ma maladie, au Mmh. collège. Donc du coup, j'ai fait nouvelle vie, nouvelle personne, donc ça a été, mieux, même si pendant les 3 ans de lycée, j'étais pas guérie complètement. Je n'hésitais pas à sauter des repas, je faisais très attention à ce que je mangeais, je faisais beaucoup de sport et cetera et tout le monde me le disait, et moi j'ai jamais dit à personne que j'étais anorexique, mais bon, les gens étaient pas cons non plus. Du coup, 1re année de médecine après les études, le lycée, plutôt bien. D'ailleurs, j'ai raté mon année aussi parce que je sortais un petit peu trop, mais plutôt bien au début et limite, je dirais que c'était la meilleure année peut-être et puis ensuite, l'année d'après, et c'était mon premier gros échec, vraiment gros échec. J'ai raté médecine, ça m'a plu, donc rebelote. Donc je Mmh. retombe complètement dans l'anorexie, je me mets à fond dans mes études, je travaille énormément, mais à côté, je ne mange pas et cetera. Donc je tombe là-dedans pendant encore du coup, 1 et puis en fait, fin 2017, c'est là que enfin bref, j'avais plus de globules rouges, plus de globules blancs, enfin en quelque sorte, hein, pour, schématiser. Fer à 0, Mmh. un teint jaune parce que le foie, Ouais. ça va plus. Donc on me dit qu'il faut me faire transfuser, qu'il faut même me faire hospitaliser. Je suis suivie à Sainte-Anne, à Paris, dans un service TCA. On ne cesse de me répéter que je vais mourir, et cetera, qu'il faut m'hospitaliser. Moi, je suis pas cet avis-là. Donc je sais que je vais bientôt enfin que je sens que ça va pas, que, que je vais peut-être mourir. J'ai tout le temps des douleurs, la poitrine fait énormément de malaise, enfin, on me dit qu'il faut vraiment aller aux urgences et tout. Donc je me fais transfuser parce que mon sang, enfin, va pas m'aider à survivre, hein, Mmh. parce qu'il y a
oxygène presque, enfin, il n'y a plus de fer pour transporter l'oxygène. Donc, et ensuite, je me fais hospitaliser 2-3 jours, mais je demande à sortir parce que c'était des conditions pas souhaitables. Mmh. Et puis ensuite, après, je me suis dit, il faut vraiment que enfin, en fait, c'est de voir la mort, en quelque sorte, qui été un énorme déclic. C'est là que j'ai commencé à voir vraiment comment j'étais, puisque bah, il y a une phobie dans l'anorexie, c'est-à-dire qu'on se voit plus grosse qu'on est. Je faisais à l'époque 32-33 kilos pour 1,70 m Mmh. et je me voyais comme si j'en faisais 50, quoi. Mmh. Enfin, là, je commence à me voir en vrai et je commence à avoir très, très peur. Heu, Continuer même pendant l'anorexie, contrairement à d'autres, j'ai continué à m'habiller, en short, en robe, tout ce que tu veux. J'étais presque fière d'être maigre, enfin j'étais complètement même. Et en fait, là, j'ai commencé à me dire: «Je peux plus m'habiller comme ça, enfin, c'est pas possible, on peut pas me voir comme ça». Et donc ça a été en plus, c'est un coup très dur pour moi, de me rendre compte qu'en fait, je comprenais en fait pourquoi on me regardait si mal dans la rue. Et puis, bah, du coup, suivi médical parce qu'en fait, on m'a proposé de m'hospitaliser 2 jours avant Noël, fin 2018. Je leur ai demandé s'ils étaient pas un peu fous, et puis, bah, j'ai dit: «Non, je veux pas me faire, suivre, je veux être suivi». Et en fait, je me suis dit: «Par contre, cocotte, tu as pas le choix». Et mais bah, ma famille a pas trop compris pourquoi je faisais ça et pourquoi je voulais m'en sortir toute seule, sauf elle qui a été beaucoup là pour moi. Mes parents aussi, mais ils étaient enfin, je pense qu'ils avaient tellement peur pour moi qu'ils pouvaient pas faire mon choix. Et puis, en fait, après, du coup, je me suis mis à fond dans le développement. J'ai découvert, sur Instagram, j'ai arrêté de suivre, par exemple, les filles que je suivais qui faisaient des régimes tout le temps. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je peux Mmh. donner. Suivez des comptes body positive, des comptes de chats, même si vous voulez, de peinture, mais pas ça, en fait. Mmh. Et il y a plein de comptes avec des filles qui, dans leur pseudo, ont écrit Anna ou anorexie. Alors Mmh. ça, c'est blacklisté, quoi. Et du coup, commencer à suivre d'autres comptes, donc un peu plus de body positive et tout. Écouter des podcasts sur tout, sur les émotions, sur, bah, le développement personnel, et en fait, j'étais plongée dans le self-love. En fait, j'étais plongée dans la perte de poids et ça marche très bien, hein, quand on est omnibulé par quelque chose, on l'obtient. Donc là, j'ai fait l'inverse. Je me suis plongée dans le self-love. Donc, je mettais des affiches partout sur mes murs. J'habitais seule à l'époque. Je mettais des affiches partout sur mes murs avec mes rêves, mes objectifs. Je suis belle, j'ai envie d'aller mieux. Des phrases que je voyais dans des articles de self-love, je les recopiais, je mettais des dessins autour, j'affichais tout dans mon appart. Face à ma table, là où je mangeais, il y avait écrit mes rêves et il y avait écrit pour arriver à ça, il faut que je sois en forme, il faut que je sois plus belle, il faut que je reprenne du poids. Et donc, dès que j'avais un problème à prendre une fourchette de plus, bah non, en fait, je relisais ça et je continuais, je continuais. Et ça a été une lutte contre moi-même encore plus dure que pendant la maladie, parce que la guérison au début, c'est beaucoup plus dur que la maladie, Mmh. comme tout changement, toute nouveauté. Mais en fait, bah, j'ai mis mes études de côté, hein, il y a pas de secret, parce que tout début, j'ai hésité, j'ai continué à être à fond dans les études 2-3 mois et ça n'a pas marché, parce que surtout les études de médecine, c'est vachement prenant. Et après, j'ai fait: «Bah, écoute, laisse tomber, quoi». Déjà, je savais que ça me plaisait plus, ça faisait déjà 1 an que je pensais à arrêter, et là, enfin, je m'époumonnais pour rien. Mmh. Donc en fait, ouais, j'ai mis un peu ça de côté et j'ai découvert tellement plus, en plus, en lisant des livres qui m'intéressaient beaucoup plus, et en parlant avec des personnes aussi, bah, dans le body positive et tout ça, et puis, en rencontrant des personnes. J'habitais dans le nord de la France, à Amiens, à l'époque, et j'allais de plus en plus à Paris parce que j'adore, c'est ma ville de cœur. Et du coup, je commençais à rencontrer des personnes que je voyais sur Instagram, à discuter avec elles, et puis à me dire: «Bah, en fait, il y a une autre vie qui m'attend derrière et pour ça, bah, va falloir guérir». Donc c'était plus de toute façon, c'était pas une option. Et quand je veux quelque chose, je donne tout pour l'avoir, et ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Et ensuite, fin 2018, enfin non, c'était avant, pardon, 2016, mon grand-père est décédé. D'ailleurs, ça fait pile aujourd'hui 4 ans. Et en fait, j'ai fait pour lui aussi. Je l'ai fait pour lui parce qu'il m'a vue que malade. Il m'a vue que malade les dernières années, et ça, c'est quelque chose c'est le truc que je pense que j'ai du mal à me pardonner, Mmh. de me dire, j'ai tout fait pour lui à la fin, je suis allée le voir tout le temps à la maison de retraite et tout, et de savoir qu'il m'a pas vue guérie, c'est horrible. Quand je pensais à lui, je me disais: «Qu'est-ce qu'il serait fier de moi?» Mmh. Donc je pense qu'il faut en fait, on fait le combat pour soi, après avant tout, mais on le fait aussi bah, pour ceux qu'on aime, et des fois même, on commence par le faire pour ceux qu'on aime et ensuite on comprend que c'est pour soi. Mmh. Je suis d'accord avec toi, en fait.
Moi, c'est pareil en fait, moi j'ai commencé, en me disant: «Je veux pas transmettre ça à mes enfants». Enfin moi, c'était pas par rapport à la génération d'avant, c'était par rapport à la génération Ouais, d'après, mais c'est pareil. Tu le fais par ouais, amour pour quelqu'un et tu te dis: «J'ai envie de m'en sortir moi, comme ça, ouais, je vais leur montrer comment être, bien dans son corps, dans sa vie, comment être une femme, épanouie et je vais pas leur mmh, transmettre, peut-être elles passeront pas par les mêmes difficultés que ouais, ce par quoi moi je suis passée». Et c'est vrai que en ouais, cours de processus, après, c'est tu te dis: clair. «Il faut aussi le faire pour soi», mais c'est vrai que l'amour pour les autres, des fois, c'est Ouais, plus facile que l'amour de soi, en fait. Parce que des fois, on est avec ses meilleurs mmh amis, mh. avec ses enfants, avec ses parents, on est plus facilement dans l'amour et dans la bienveillance qu'avec nous-mêmes et on est des fois beaucoup plus dur avec nous et commencer à faire les choses pour les autres, ça nous Mmh. amène après à l'amour de soi, en fait. C'est vrai, tu as raison. Ouais et puis l'amour qu'on reçoit de ces personnes-là aussi nous aide, à comprendre que nous aussi on doit s'en donner de Mmh. l'amour. Moi je l'ai beaucoup fait aussi pour ma petite cousine d'ailleurs, quand tu parles de génération d'après. Du coup forcément, enfin elle est née quand, juste au moment où j'ai été hospitalisée et tout. Enfin cette petite, je l'adore et c'était horrible en fait de parce que quand elle était toute petite, elle a fait plusieurs fois des réflexions: «Ah bah tu as des bras tout fins. Ah bah Alix elle est toute maigre. Ah Mmh. mais» et je suis partie une fois en vacances avec eux et je pouvais même pas aller dans la piscine. Enfin, c'était trop difficile pour moi, en fait, parce que j'étais déjà consciente de ma maladie et je voulais pas qu'elle me voie comme ça. Je me Mmh. suis dit: «Mais c'est pas possible qu'elle me voie comme ça toute ma vie, quoi et quelle image je vais lui donner?» Déjà, elle va vivre dans un monde où les mannequins, c'est partout, les photos Photoshop, c'est partout et donc si sa cousine, sa grande cousine qu'elle aime tant, elle fait pareil, ben, elle va devenir comme ça Mmh. et je m'en voudrais toute ma vie. Oui et en fait, d'être passé par les difficultés, d'avoir réussi à s'en sortir, c'est très fort, en fait, parce qu'on montre qu'on a Mmh. réussi à surmonter ça, que l'amour, ça nous a aidés à surmonter ça et que même si eux aussi un jour auront des difficultés, ils pourront aussi s'en sortir, quoi. C'est aussi un message très chouette. Ouais, Ouais, pour les enfants, ouais, c'est un super ouais. message, ouais, Mmh. c'est sûr. Et donc s'il y a des personnes qui souffrent actuellement d'anorexie et qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme message? Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé entendre, comme message à l'époque et que tu aimerais leur donner aujourd'hui? Qu'on est toutes, on a toutes, énormément de potentiel, énormément de mérite, énormément de valeur et qu'il faut s'en rendre compte. On a beau se sentir peut-être différente des autres, on s'en fiche en fait. Plus on est différent des autres, mieux c'est d'ailleurs. Les personnes qui ont réussi le plus dans ce monde, c'est les gens qui sont le plus différents. Les gens qui sont le plus épanouis, c'est ceux qui acceptent leurs différences et qui en ont rien à faire du reste. Même s'il y aura toujours des critiques en fait en plus, qu'elles soient physiques ou mentales, parce qu'en fait on plaît pas à tout le monde et ça on s'en fout. Donc en fait, il faut juste trouver sa voie, s'écouter et arrêter de croire qu'on peut ressembler à quelqu'un d'autre.